Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième grande conférence dans le cadre des activités de l'équipe Réseau Proximité. Euh, donc, la conférence d'aujourd'hui porte sur les innovations sociales au cœur de l'économie sociale et de la transformation sociale. J'ai vraiment le grand plaisir, l'honneur de vous présenter mon collègue Paul-André Lapointe. Paul-André Lapointe est professeur retraité et associé au département des relations industrielles de l'Université Laval. Il est aussi sociologue du travail, membre du CRISE qui est le centre de recherche sur les innovations sociales. Il a aussi dirigé l'ouvrage Étudier les innovations sociales, théorie, pratique et recherche qui vient tout juste d'être publié. Donc, en 2025, il a réalisé aussi des recherches sur l'organisation et les relations de travail, notamment à l'occasion de l'implantation de la gestion Lean dans les hôpitaux et les CHSLD du Québec. Et ses intérêts actuels de recherche portent sur la justice sociale et environnementale, sur la transition aussi socio-écologique dans le cadre de la crise de l'industrie forestière, de la protection du territoire et des droits des Premières Nations et de la protection du caribou forestier. Donc, merci beaucoup, Paul-André, d'avoir accepté mon invitation. On a hâte de t'entendre. Je salue aussi les personnes qui sont en ligne. Donc, avant de céder la parole à Paul-André, je vous demanderai là, tout au long de la conférence de garder vos micros fermés. Si vous souhaitez poser des questions, on vous invite à écrire vos questions dans le chat et Julie pourra poser vos questions à Paul-André. J'en profite aussi pour souligner que la conférence est enregistrée et on va aussi pouvoir vous acheminer le lien de la conférence. Donc, voilà, je vais essayer de la trouver pour 45 minutes, ça va? Je suis négociable un petit peu. Alors, bonjour. Ça me fait un immense plaisir d'être avec vous ce midi. J'espère que ma conférence sera plus intéressante que le lunch que vous avez manqué en assistant à la conférence. Comme ça, vous ne serez pas perdant. OK, alors les innovations sociales, pour moi, c'est quand même un sujet que je côtoie et sur lequel je travaille depuis nombre d'années. Je suis aux crises pratiquement depuis sa fondation au milieu des années 80. J'ai fait mon doctorat avec les pères fondateurs de crise, si je puis dire. Et voilà, donc, ces dernières années, on a quand même fait une révision importante de notre conception de l'innovation sociale, alors qu'on était dans une vision peut-être un peu plus, euh, comment dire, positive, peut-être un peu teintée de naïveté. On a, depuis quelque temps, adopté une position plus critique. Et le dernier regroupement stratégique auquel on a soumis une demande de subvention portait sur la contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale. Et donc, on a introduit les dimensions de justice à l'intérieur de notre problématique sur l'innovation sociale. Et donc, ça nous amène à voir les choses d'une manière beaucoup plus comme étant un phénomène qui est inséré dans les rapports sociaux. L'innovation sociale n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est un phénomène social inséré dans des rapports sociaux. Et donc, elle est objet de tensions, de conflits, d'interprétations. Et donc, au cours de la présentation, je vais comme souvent me référer à une position, je pourrais dire, polaire, hein, après avoir fait une espèce de quadrilatère euh, sur deux axes qui découpent quatre cadrans. Il y en a deux qui sont particulièrement opposés. Un qui est une vision peut-être un peu plus, comment dire, managériale des innovations sociales, entrepreneuriales des innovations sociales, et une autre vision qui représente plus une vision de mouvement social, de contestation et de protestation pour un changement plus fondamental, alors que la première vision qui est en bas, elle sera en bas à droite en bas à gauche sur le cadran quand on le verra tout à l'heure, elle est plus gestionnaire, plus pratico-pratique, pragmatique, si on peut dire. Alors voilà un peu en termes d'introduction. Je vous ai fait un petit transparent. Donc, est-ce qu'on peut définir les innovations sociales? Comment? Si oui, comment? C'est un enjeu assez majeur puisque aujourd'hui, tout le monde utilise ce concept ou ce paradigme. Hein. Un paradigme, c'est donc une façon de voir la société
et puis de trouver une correspondance entre les éléments principaux qui nous préoccupent. Hein. Donc, on peut avoir un paradigme technologique où on considère la technologie comme étant le vecteur le plus fondamental des changements de la société. On peut avoir donc un paradigme innovation technologique, on peut avoir un paradigme innovation sociale. Et donc, à ce moment-là, ça englobe tout un ensemble de travaux, de perceptions, de pratiques qui travaillent avec l'innovation sociale. Et donc, c'est une manière un peu plus large de le voir. J'ai tendance à le voir un peu comme un paradigme plutôt qu'un concept strict, un concept comme par exemple l'habitus chez Bourdieu. Alors, c'est quand on utilise l'habitus, on envoie tout de suite à Bourdieu, il y a un ensemble de conceptuels très articulés. On ne peut pas faire ça vraiment avec l'innovation sociale, puisque ça déborde trop sur trop de champs de recherche et de pratique. Alors, on est mieux de travailler avec un paradigme. Et donc, mais un paradigme, on peut le définir quand même. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions à l'intérieur de l'innovation sociale, comme phénomène et comme concept, utilisons quand même le terme, mais un concept plutôt polyvalent. Alors, on peut définir comment dire, des types, des typologies qui sont variables selon des contextes ou selon des choix qui ont été faits par les acteurs sociaux ou les théoriciens qui les étudient. Alors voilà un peu. Est-ce qu'on peut considérer l'innovation sociale comme étant une mesure qui pallie aux failles du marché, qui se substitue à l'État dans la dispensation de services en étant plus efficace, plus proche des clientèles, etc. Et donc là, on a une innovation sociale qui s'insère un peu dans un modèle qui est assez prudent, enfin qui ne propose pas de transformation de la société, mais qui essaie d'améliorer le fonctionnement de la société ou des entreprises, celles qu'on les connaît, ou si au contraire, l'innovation sociale, c'est vraiment une réponse aux injustices, et à ce moment-là, quand on lutte contre les injustices, ben, il faut s'attaquer aux racines des injustices, et donc il faut remettre en cause souvent le fonctionnement du système, puisque les injustices sont considérées comme étant systémiques, comme étant intimement attachées au fonctionnement ou générées par le fonctionnement d'un système en question. Et dans ce cas-là, on aura des innovations sociales qui vont se conjuguer avec avec une remise en question fondamentale de la société. Alors, vous retrouvez mes deux cadrans qu'on verra tout à l'heure. Alors donc, on va parler des dimensions des innovations sociales en essayant un peu de définir ou de préciser le concept. Ensuite, on va conjuguer l'innovation sociale avec la transformation sociale, puisque quand on fait des innovations sociales, on a une perspective de changement d'habitude qui nous préoccupe. Alors le changement peut être étroit, très limité à une entreprise, ou le changement peut être plus important. Et donc, quand on s'intéresse aux innovations sociales, on est souvent préoccupé par un changement qu'on verra plus loin dans l'exposé, qui est variable selon les conceptions que l'on a ou selon la manière dont l'innovation sociale dans laquelle on est praticien ou militant ou militante ou chercheur selon les choix qui ont été faits dans ces innovations sociales. Et enfin, l'innovation sociale, on la conjugue souvent avec l'économie sociale, comme si tout ce qui concerne l'économie sociale relèverait de l'innovation sociale. Alors qu'il faut faire des distinctions. Hein. Et moi, je propose une distinction entre l'économie sociale comme telle et l'économie solidaire. Alors, vous voyez donc du social au solidaire, on introduit en fait des dimensions de solidarité, peut-être de revendications qui sont plus fortes que la première conception de l'économie sociale. Voilà un peu pour la présentation. Dimension, donc trois dimensions. La première dimension de toute innovation sociale, c'est quel rôle on lui attribue, quelle est sa mission. Alors là, vous avez quelques exemples qui sont choisis. Est-ce que c'est pallier les failles du marché ou de l'État, ou même se substituer à l'État? Souvent dans le domaine de la santé, on voit souvent ça. Par exemple, l'aide à domicile. Hein, donc, ça permet de conserver les personnes plus longtemps dans leur appartement
ou dans leur maison, dans leur logement, plutôt que les amener en hébergement dans dans des immenses immeubles, des centres d'hébergement. À ce moment-là, ça coûte beaucoup plus cher à l'État. Donc, beaucoup d'aides à domicile sont dispensées sous la forme de coopératives, les fameuses popotes roulantes qu'on retrouve dans plusieurs régions. Et ça, c'est considéré comme une innovation sociale. Mais c'est une innovation sociale qui se substitue d'une certaine façon au service de l'État, à la mission de l'État qui est un peu de prendre en charge, pour devenir un peu prendre sous ces secteurs, son secteur d'activité, prendre un peu ces services qui sont dispensés aux personnes. Est-ce que c'est répondre à des nécessités ou des besoins? Comme par exemple répondre à une nécessité, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, on ne sait pas quoi faire avec eux, ou donc on va mettre sur pied une maison, un centre d'accueil pour immigrants, où il y a des itinérants qui sont pris dans la rue, qui sont dans un froid immense, comment vont-ils passer l'hiver? Alors, on peut considérer la création de zones de chaleur ou je ne sais trop, de centres d'accueil de ces itinérants comme étant une innovation sociale. Mais là, il va falloir y mettre un peu de la chair autour de l'os. On le fera avec les autres dimensions. Mais vous voyez un peu, ce serait répondre à une nécessité, à un besoin. Est-ce que c'est répondre à des aspirations? Alors, on a des aspirations d'autonomie, d'émancipation, on a des aspirations, enfin, de construire de nouveaux rapports plus démocratiques entre les personnes. Alors, on peut lancer une innovation sociale. Par exemple, ça peut être une coopérative de solidarité avec un conseil d'administration élu démocratiquement par les membres, etc. Donc, on peut avoir une volonté, une aspiration de démocratie dans les milieux de travail des années 80, 90, début 2000, les dimensions de démocratisation du travail étaient fortes. Et donc, on mettait en place des équipes de travail. Les syndicats considéraient ça souvent comme une forme de démocratisation. Et donc, c'était une aspiration qui est à l'origine. Et cette évolution, beaucoup d'équipes de travail ou d'innovation au milieu de travail ont évolué de telle sorte qu'elles ont été récupérées par les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires, et ce sont devenus des innovations managériales dont on a extirpé les dimensions démocratiques. Parce que, comme on le verra aussi tout à l'heure, les innovations sociales, ça évolue dans leur histoire, dans leur contexte. Et c'est des rapports de force. Les salariés veulent davantage de démocratie, l'entreprise veut davantage de performance économique, est intéressée par les innovations, les équipes de travail pour la performance, alors que les salariés sont intéressés à l'équipe de travail pour la démocratie, pour avoir leur mot à dire sur l'organisation du travail. Alors, dans les hôpitaux, on l'a vu, hein, souvent, l'introduction de lean management s'accompagnait de Kaiser Group, de Kaizen Group, pardon, peut-être cette Kaiser qui était derrière aussi, donc ça en dit long, c'est la démocratie. Et donc, ça plaisait aux salariés. Ils disaient, bon, ça correspond à notre aspiration de voir notre travail reconnu. Et donc, ça, c'était bien pour les salariés, mais la direction, au fil du temps, s'est dit, moi, j'aime bien mieux avoir le contrôle, le minutage du travail que vous faites que finalement vous donner du contrôle et de l'autonomie sur votre propre travail. Donc, vous voyez, les enjeux, les tensions sont toujours permanentes. Et ça peut être remédier à des injustices, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Et aux crises, on s'appuie beaucoup sur la théorie de Nancy Fraser sur la justice sociale, donc qui est assez riche. Et donc, pour nous, c'est une source d'inspiration, les travaux de Nancy Fraser, où ça peut, pour contribuer au développement humain à l'échelle internationale, par exemple, il y a des équipes de recherche qui se disent, nous, on favorise le développement des innovations internationales parce qu'on trouve que ça correspond à ce que devrait être hein, le développement humain. C'est une personne dont les services de base sont satisfaits, donc qui peut avoir beaucoup d'autonomie, du contrôle sur sa propre destinée, etc. Donc, qui a avoir un logement décent. Donc, en Europe, il y a eu énormément de luttes dans les villes, dans les grandes villes européennes, sur l'accès au logement. Et ceux qui luttaient pour l'accès au logement luttaient pour remettre en cause le fonctionnement de la ville. Ils ne voulaient pas un logement euh, tout simplement dans leurs revendications, ils voulaient revoir le développement du territoire et donc hein, ils avaient toute personne humaine devait avoir un logement de qualité, etc. Donc, vous voyez,
on formule des revendications qui correspondent. Donc, ça veut dire on a un certain nombre de valeurs auxquelles on adhère et on considère que les innovations sociales doivent s'insérer dans ces valeurs et qu'elles doivent contribuer à modifier la ville tout simple, beaucoup plus que simplement construire des immeubles à logement. Alors voilà, c'est un peu la première dimension. Deuxième dimension, ben, c'est toujours un groupe de personnes. Une innovation sociale est rarement lancée par une personne. Oui, dans certaines approches entrepreneuriales, hein, il y a un individu qui peut lancer un projet, hein, mais généralement, l'innovation sociale, c'est un groupe de personnes. Et quelle est la dynamique à l'intérieur de ces personnes qui se développent? Hein? Il y a donc, on appelle ça la dimension du processus. Et il y a deux dimensions. Le mode de gestion, est-ce qu'il est démocratique ou est-ce qu'il est hiérarchique? Et puis, quelle est la place de la participation, de l'autonomie des salariés? Alors, il y a toute une dynamique intéressante. Par exemple, avoir des coopératives qui sont très traditionnelles, presque antidémocratiques. Hein? Par exemple, prenez le mouvement Desjardins, souvent qu'on associe à l'ancienne économie sociale. Mais à l'époque de sa naissance, dans les années début du siècle dernier, début du 20e, donc c'était l'innovation sociale qui favorisait un nouveau mode d'épargne et puis l'accès à du crédit pour les classes défavorisées. Mais au fil des années, c'est devenu, même si c'est encore considéré comme coopérative formellement, la démocratie est complètement absente, si ce n'est que semblant de démocratie. Et donc, on remet en cause, voyez, cette dimension-là. Euh, L'accroissement du pouvoir d'agir, l'empowerment, il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui associent l'innovation sociale à empowerment. Et donc, il y a un auteur que j'oublie, qui a travaillé beaucoup là-dessus, enfin, pas grave, aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais en Europe. Et donc, c'est l'empowerment individuel ou collectif. Et souvent, pour les gens qui sont des promoteurs d'innovation sociale, ils vont dire ce qui importe davantage que la définition, que le risque, ce qui importe, vous voyez, c'est encore plus fort, ce qui importe davantage que les résultats de l'innovation sociale, c'est le processus. C'est ce qu'on a, c'est les membres qui parlent, c'est ce qu'on a appris au cours de cette innovation. Et donc, souvent, ces personnes qui sont passées par une innovation sociale deviennent des militants ou se transforment dans un processus d'autonomisation de ces personnes qui, à l'expérience des luttes, des revendications, de leur participation, de la promotion de leur innovation sociale, deviennent des personnes beaucoup plus autonomes, des citoyens éclairés, engagés. Et donc, ça, c'est une contribution importante. Et même des fois, dans certaines manières de voir l'innovation sociale, je pense notamment à une grande militante au Québec qui est décédée il y a 2 ou 3 années, Lorraine Gay, qui a travaillé beaucoup dans l'action communautaire autonome. Elle disait que l'innovation sociale enfin, elle ne parlait pas comme telle de l'innovation sociale, mais tous ces processus dans lesquels les personnes s'engageaient en s'inspirant de la philosophie de Paulo Freire au Brésil, c'était la transformation des personnes en citoyens et citoyennes engagés, éclairés. C'est ça qui était un peu le travail principal, en fait, de l'action militante, on pourrait dire même de l'innovation sociale. En dernier lieu, troisième dimension, c'est le potentiel de changement social ou de transformation. Est-ce que l'innovation sociale va faire en sorte que les choses vont se reproduire telles quelles ou si au contraire, ça va changer? Si vous êtes dans une entreprise, on ne veut pas de changement, on ne veut pas que le système change, on veut au contraire en profiter davantage en augmentant sa productivité, son efficacité. Alors que si vous êtes dans un mouvement social qui porte une innovation sociale, comme les écologistes par exemple, ben on veut changer le mode de production et de consommation. Voilà un peu. Alors, j'ai été plus bavard en ce début de présentation. On va aller plus vite sur le reste parce que j'ai illustré pour vous accrocher davantage. Alors, quand on fait une typologie, on essaie de réduire la complexité du système. Dans la forêt des innovations sociales, est-ce qu'on peut trouver des parterres particuliers ou des massifs particuliers? Ben, c'est un peu ça que fait la typologie. Alors, des feuillus, des conifères, des zones humides, etc. Donc,
on essaye de faire une typologie, c'est un peu là, c'est un peu ce qui est proposé, donc selon deux axes. Le potentiel de transformation sociale, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est d'une certaine manière, on pourrait dire, entre ceux qui sont pour la normativité, ça veut dire les valeurs, les aspirations, qu'est-ce qui anime. Hein? Donc, à ce moment-là, on sort un peu de la neutralité axiologique et les chercheurs et les praticiens sont motivés par des valeurs. Il y a une espèce d'engagement envers un changement social quelconque. On verra tout à l'heure un peu plus loin ce que ça peut être. Ou est-ce qu'on est dans une approche plus centrée? Je regarde si j'ai pas dépassé mes lignes. Est-ce qu'on se met dans une approche plus tournée vers les performances, donc la performativité, comme par exemple, les CPE, c'est considéré comme une innovation sociale. Et si vous regardez les écrits, par exemple, de Pierre Fortin, hein, il a travaillé là-dessus, il a démontré que cette innovation sociale-là, en permettant l'accès des femmes sur le marché du travail, avait entraîné une hausse du PIB de 4%. Donc, vous voyez, alors là, cette innovation sociale, il faut la conserver, il faut la, 4%, quand on est plutôt dans les marges, c'est très important. Et donc, il faut conserver cette innovation sociale parce qu'elle est rentable, elle est performante. Donc, vous voyez un peu comment on l'approche. Alors, ça veut dire peut-être pour les CPE, à l'origine, c'était des coopératives dans des quartiers très militantes, associées au mouvement féministe. Et les CPE que l'on a aujourd'hui sont rendus plus une organisation hiérarchique, institutionnalisée, mais qui est pérennisée. Alors, vous voyez, c'est avec la pérennisation, on perd un peu ses aspirations pour se concentrer davantage sur les performances. Alors, vous voyez un peu, c'est pour ça qu'on parle de normativité. Alors, c'est construit en chiasse. Ceux qui connaissent Bourdieu vont reconnaître sa manière de construire ces deux axes de capital économique, capital culturel pour construire les classes sociales. Alors, je prends un peu cette même idée et c'est moins de parce que toujours dans n'importe quel dispositif organisationnel, institutionnel, il y a toujours les deux dimensions sont toujours présentes, mais c'est une question qu'est-ce qui prédomine dans un axe, c'est vraiment la performativité qui prédomine, et dans l'autre axe, c'est vraiment la normativité, donc les valeurs, les aspirations. Et donc, on peut conjuguer ces deux axes. On a un premier cadran, les innovations sociales sont de nature réparatrice. Alors donc, alors, c'est celles qui sont supplétives ou palliatives hein, aux fonctions de l'État ou du marché. Donc, par exemple, ce qui s'est développé beaucoup dans les années 90 dans le domaine des innovations sociales, c'est les centres d'insertion en emploi, les groupes d'insertion en emploi. Alors donc, les gens qui étaient éloignés du marché du travail, qui étaient certains sur l'aide sociale, ou etc., les ramener sur le marché du travail, et ça, il fallait faire de la formation, etc. Et c'était ces groupes-là qui faisaient ça. Et donc, c'était énorme à une époque. Là. Aujourd'hui, c'est peut-être moins important, moins visible. À une époque, c'est très visible. Donc, premier, deuxième groupe, c'est la modernisation. Je me rappelle le premier livre qu'on a publié dans le, dans le collectif Crise à l'époque. C'était un ouvrage collectif qui s'appelait Modernisation sociale des entreprises. Alors, c'est une question de contexte, d'environnement, par exemple, pour s'adapter aux changements technologiques. Par exemple, dans les hôpitaux, on a dû s'adapter aux changements technologiques, hein, on a dû s'adapter au vieillissement de la population. On a fait le virage ambulatoire, donc on pourrait considérer comme une innovation sociale. Et dans le virage ambulatoire, il a fallu construire toute une série de services de proximité pour garder les gens à la maison plutôt que les amener dans des centres d'hébergement. Donc, on pourrait dire que tout ça, c'est une grappe d'innovation sociale qui se sont développées et c'est parce que le système se modernise. Et souvent, le summum de la réalisation dans cette manière de voir les innovations sociales, c'est qu'elles deviennent institutionnalisées, comme le sont les CPE, hein, donc en 95, etc. Bien d'autres organisations, on pourrait dire, l'institutionnalisation parfois prend la forme de l'État, d'autres fois prend la forme d'une organisation qui est capable que de suffisamment de force pour d'ampleur, de pouvoir pour institutionnaliser, comme le virage ambulatoire.
C'est comme une institutionnalisation. On assure la survie, la pérennisation d'une série de coopératives qui sont dans les services à domicile de différents types de services. L'autre manière de voir les choses, c'est en fait, on conjugue normativité avec pouvoir potentiel de transformation sociale très élevé. Et là, c'est la transformation. C'est là qu'on retrouve en fait tous ces innovations sociales qui sont très proches des mouvements sociaux parce que pour changer la société de manière importante, ça prend des vecteurs de changement et c'est là l'importance des mouvements sociaux. Et donc, dans ce troisième cadran, ils sont très importants puisque les mouvements sociaux supportent les changements, permettent de porter ces revendications auprès du gouvernement, etc., contribuer à la mobilisation de la population. Et souvent, les mouvements sociaux, ce qui est une dynamique importante, c'est qu'ils attribuent des causes aux injustices ou aux problématiques négatives que vivent les personnes, les citoyens. Et donc, on lutte contre un groupe, j'allais dire, contre une classe sociale ou contre un groupe de dirigeants, etc. Et donc, c'est une dynamique aussi qui est très importante à cet égard. Et vous avez en troisième lieu des innovations qui sont plus une séparation. Et là, l'accent est tellement mis sur l'autonomie à l'intérieur de ces groupes. Je pense au bâtiment 7 à Montréal, je pense un peu au mouvement anarchiste. Mon fils est dans une librairie anarchiste qui s'appelle L'Insoumise à Montréal. C'est une innovation sociale, même s'il ne veut pas en faire. Mais le regard du chercheur, c'est l'innovation sociale. Euh, Par exemple, dans le livre qu'on a produit, il y a un cas qu'on étudie qui est en fait la table de concertation littorale Est, et on veut transformer un vieux garage municipal en un centre multifonctionnel, etc., un peu à l'image du bâtiment 7 à Montréal. Donc, on veut une grande autonomie pour concentrer toutes sortes, inviter différents groupes à s'y retrouver. Et donc, à ce moment-là, on est un peu on va très loin dans la modification des rapports sociaux à l'intérieur de l'organisation, mais c'est souvent limité. C'est des innovations enclavées dont la diffusion est entravée par une série de contraintes. Et à cet égard, j'ai quelque chose que je vais vous présenter. Dans le journal récemment, on a fait une série d'articles sur le petit village qui s'appelle le Petit Saguenay, le petit Saguenay, et un village de 600 habitants qui vit autour d'une industrie, l'industrie forestière, et donc la seule usine importante, elle a fermé, elle employait une vingtaine de personnes, mais avant, elle a déjà été beaucoup plus grosse aussi, mais quand elle a fermé, c'est 20 personnes. Et le maire de l'usine est un ancien militant altermondialiste qui s'interroge sur la transition écologique. Et voici un peu ce qu'il nous dit. Je vais mettre mes lunettes pour être sûr de bien le lire. Il dit, le problème, c'est qu'il faut habiter le territoire autrement. Donc, il raisonne en termes de problématiques territoriales. Et voici ce qu'il dit. Moi, je pense que ce dont on a besoin pour faire une transition écologique, c'est d'avoir moins d'appétit pour la consommation à outrance. Et pour ça, et pour que les gens achètent moins d'affaires inutiles, ça leur prend du sens dans leur vie. Ça leur prend du social. Et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler. Ultimement, ce qu'on recherche, c'est le bonheur de notre monde. Donc, vous voyez, c'est vraiment ces aspirations. Enfin, il y en a quelques milliers sans doute, et même plus, de villages au Québec. Et dans l'industrie forestière, et dépendant de l'industrie forestière, il doit y en avoir quelques centaines. Et donc, est-ce qu'une innovation comme ça, qui est vraiment, qui va loin, et on dénonce le mode de consommation et de production, donc fini le capitalisme extractiviste, hein, concentrons-nous sur un autre mode d'activité. Et à l'intérieur de ce village, une des entreprises importantes, c'est en fait un atelier. Attendez un instant, je vais vous reprendre ça. Quand on fouille dans ses feuilles, imaginez que je reviens, j'en ai pas beaucoup. Et donc, ça s'appelle, le truc s'appelle la coopérative Minuit -5.
OK, alors vous voyez bien, on est à la limite de 5 minutes pour se retourner de bord et changer plein de choses. Et dans cet atelier, dans cette coopérative, en fait, c'est peut-être plus un atelier, on fait en fait du recyclage de vêtements usagés, hein, et on les vend dans une friperie. Et on emploie 7 personnes. Ça existe depuis 2017, donc près de 8 ans, 8-9 ans. Et donc, tout ça fait en sorte, vous voyez, est-ce que cette expérience, comment pourra-t-elle se reproduire? Est-ce qu'on attend que tout ça se développe par essaimage? Ah, c'est un modèle. L'auteur de l'article, Jean-François Nadeau, peut-être vous connaissez comme chroniqueur au devoir, nous dit que c'est un modèle pour le Québec. Mais ce modèle, ça va prendre combien de temps? On va le limiter pendant combien de temps avant de faire une transformation? Peut-être va s'écouler encore quelques siècles avant d'y arriver. Donc, vous voyez, on reste enclavé. Le projet est extraordinaire. Comment pourra-t-il aller plus loin? Sans doute que la solution, c'est l'approche des mouvements sociaux. Hein, donc, le militant, le maire de la ville, hein, lui, il est un ancien altermondialiste. Et donc, sans doute qu'avec l'arrimage à des mouvements sociaux, on pourrait passer donc de la catégorie 4 à la catégorie 3, où on aurait un mouvement altermondial, etc., qui dénoncerait le colonialisme. Hein, ce village est comme une illustration d'une économie euh, avant, à court terme, axée sur le profit. Et donc, il faut reconstruire la vie des gens sur d'autres bases. Alors, voyez un peu, vous voyez également qu'il peut y avoir du mouvement à l'intérieur de ces différentes configurations. Hein. Ce pas des cadrans qui sont hermétiques, mais tous ces types, ces modèles hein, se caractérisent par des tensions qui les font évoluer. Et souvent, on rencontre, vous voyez, dans un petit village comme ça, sans vraiment de soutien, les gens s'épuisent d'une certaine manière à faire vivre leur, leur, euh, leur innovation sociale. C'est le cas à Bâtiment 7, hein, l'une des militantes les plus importantes, qui est professeure notamment à l'Université de Concordia, a écrit un livre récemment. Et ce qu'elle décrit, c'est l'état d'épuisement dans lequel elle est suite à la mise en œuvre de cette innovation. Et on le sent dans le village, après les gens vont s'épuiser. Par exemple, dans cette coopérative de minuit moins 5, la femme qui est à l'origine du projet habite Chicoutimi parce que ça coûte trop cher elle ne peut pas s'acheter une maison à Petit-Saguenay. Vous voyez les contradictions. Alors, pendant combien de temps elle va continuer à faire ses allers-retours entre Chicoutimi et Petit-Saguenay pour travailler dans son innovation sociale? Donc, vous voyez un peu, innovation sociale, transformation sociale. Donc, à quelque part, je vais reprendre un peu les mêmes dimensions. Hein? C'est variable. Le potentiel de transformation sociale, il est variable selon un certain nombre de facteurs ou d'indicateurs, de dimensions. D'abord, ça dépend de quelle approche théorique on a. Si on a une approche théorique vraiment plus conservatrice, centrée sur les entreprises et les milieux de travail dont on peut améliorer les performances, eh bien, c'est sûr que le potentiel de transformation sociale, il est mince, puisque l'entreprise veut se faire une place plus grande dans ce monde compétitif et les organismes publics veulent réduire leurs coûts, leurs besoins, pas leurs besoins, mais réduire leurs coûts en faisant appel à des acteurs externes. Ou est-ce qu'on est dans une complémentarité entre l'innovation sociale et la transformation sociale? Si vous avez une approche de mouvement social et si vous vous appuyez sur la théorie de la justice sociale de Nancy Fraser, eh bien, à ce moment-là, il y a une continuité entre l'innovation sociale qui a besoin du mouvement social pour se développer. Et donc, on peut aller de l'avant, on peut mettre de l'avant d'autres manières de réaliser la transition écologique, par exemple, comme dans l'exemple de Petit-Saguenay. Ça dépend aussi, euh, ça dépend aussi de la nature de l'innovation sociale. J'en ai parlé suffisamment pour pas y revenir. Je vais parler peut-être quels sont les porteurs. Dans le champ de l'innovation sociale, il y a une expression qu'on a construite au cours des années de recherche et d'études et de pratiques, c'est celui d'entrepreneur social. L'entrepreneur social, à la différence de l'entrepreneur classique décrit par Schumpeter, c'est qu'il travaille sur le social, il développe
des entreprises de nature sociale, donc qui produit un bien et un service qui doit être davantage de nature sociale qu'un bien qui serait plus axé sur la production de profit, même si le profit est présent, comme on le verra plus tard. Et donc, cet entrepreneur, il est moins motivé par le changement de la société que par une place qui veut se faire dans le système. Par exemple, un des cas vraiment vitrine des innovations sociales, c'est les Shop Gus à Montréal, dans le quartier Rosemont. Alors, quand on a fermé les shops, qui est un atelier de réparation du Canadien Pacifique, ben, on s'est retrouvé avec beaucoup de bâtiments qui étaient, beaucoup d'espaces qui étaient inutilisés. Alors, l'enjeu, c'était est-ce qu'on donne ça à des entrepreneurs privés, à des promoteurs immobiliers privés, ou est-ce qu'on met ça entre les mains d'organismes communautaires? Et donc, on a fait le choix, suite aux mouvements sociaux, contestations, etc., de mettre ça entre les mains d'organismes communautaires. Et là, c'était plutôt une perspective entrepreneuriale. Hein, et donc, les gens se considèrent comme des entrepreneurs. On a accueilli beaucoup d'entreprises de diverses natures sur le bâtiment, c'est-à-dire sur le territoire. On a fait des logements, des coopératives, etc. Mais c'est dans une approche entrepreneuriale où on est motivé, en fait, par les sciences administratives, hein, comment gérer une entreprise. C'est la dynamique des affaires qui les intéresse, même si on a une perspective sociale. Où est-ce qu'on est du côté mouvement social? Vous voyez, mouvement social, c'est bien différent. C'est comme si dans le... et ça, c'est une tension majeure qui s'est passée. Est-ce qu'on résout la tension qu'on avait entre promoteur immobilier versus et entrepreneur social au mouvement social? Par exemple, si ça avait été le FRAPRU, hein, qui aurait pris la direction de l'aménagement de ce territoire, ben, comme mouvement social, le FRAPRU aurait peut-être centré ça sur une façon, une volonté de résoudre et de fournir des logements abordables. Il aurait été préoccupé par l'abordabilité et il aurait été préoccupé par peut-être donner des services aux gens qui habitent ce territoire, plutôt que de faire appel sur l'ensemble. En fait, Shop Gus, c'est considéré une technopole à l'échelle internationale. Donc, ça veut dire que c'est un technopole, ça veut dire un pôle de développement technologique. Et Shop Gus est comme un pôle de développement technologique très proche de l'IA et ces nouvelles technologies, plutôt que d'avoir développé des biens et des services euh, pour la population qui réside dans le quartier. Donc, vous voyez, ces tensions, ces enjeux se résolvent selon le rapport de force entre les acteurs sociaux. Donc, vous voyez, c'est majeur ça aussi. Selon les bénéficiaires, alors, pour qui ces innovations sociales? Et nous, aux crises, on est apparu à une époque où on était un peu impressionné. Notre père fondateur, si je puis dire, Benoît Lévesque, était un champitérien. Et donc, Schumpeter a réfléchi beaucoup sur les crises économiques et considérait la crise comme étant l'occasion, le moment où se renouvelle hein, la manière de faire des affaires, les entrepreneurs innovent, etc. Et donc, quand on regarde une crise, on peut regarder ce que l'on perd, ce qui disparaît, hein, et on peut se tourner vers l'avenir, ce qui naît, ce qui se développe dans la crise. Et donc, on est davantage préoccupé par ce qui se reconstruit au cours de la crise. Et la crise est comme hein, une opération de construction, de destruction créative. Alors, on détruit d'anciens modèles pour en créer de nouveaux. Et donc, on se tourne vers ceux qui sont les gagnants, qui sortent de la crise, qui innovent, et on laisse de côté les autres comme étant dépassés, comme étant d'arrière-garde, comme étant... Et ceux qui s'accrochent au statu quo, ils sont comme des ringards, ils sont dépassés, etc. Ce sont les perdants. Alors, c'est sûr que cette manière de voir, on s'intéresse aux acteurs dominants et gagnants. Alors, je vous donnais l'exemple de Shop Gus, Technopole. Ben, c'est plutôt les gagnants de la crise. Hein. Ils ont construit quelque chose de nouveau, mais qui renforce un peu ce qui existait déjà. On ne sort pas du capitalisme, on reste à l'intérieur. Et puis, alors que si on s'intéresse aux innovations sociales, aux acteurs dominés, ben, on va s'intéresser à ceux qui perdent, aux perdants, et on va essayer de trouver des innovations sociales pour améliorer leurs conditions. Alors, on a des aspirations et des valeurs qui sont différentes. Au lieu de rejeter ceux qui perdent,
hein, en disant que d'ici quelques années, ils sont plus là. Alors, il faut se tourner vers l'avenir, ce qui représente l'avenir. Hein. Les innovateurs en technologie sont souvent comme ça, l'approche technologique de l'innovation sociale. Donc, les technologies nouvelles font disparaître les dernières, les technologies anciennes. Puis les salariés qui s'accrochent à leurs vieilles technologies, etc., seront rapidement dépassés. Hein. Donc, c'est plus qui pique nos jobs. Donc, c'était un mot d'ordre dans les années 70 lors de l'arrivée des ordinateurs. Ben, les puces, ils piquent les jobs, mais on va s'intéresser aux nouvelles jobs qui apparaissent. Ils créent de nouvelles jobs. Alors, ceux qui perdent leur job, ben, ils ont qu'à se recycler d'une certaine manière. Donc, voilà un peu donc, et c'est là un choix qu'il faut faire d'une certaine manière. Et euh, économie sociale, économie solidaire, euh, c'est sûr il faut faire le choix. Est-ce qu'on creuse davantage ce concept ou on le laisse tel quel? On verra, ce sera la suite. Et puis, portée intensité du changement, donc vous voyez un peu, je passe plus rapidement. Alors, peut-être juste pour donner quelques points de repère. Ça m'apparaît important pour briser un peu cette aura d'enchantement qui associe les innovations sociales à l'économie sociale. C'est vrai que l'économie sociale est un vecteur important d'innovation sociale. Beaucoup d'innovations sociales se déroulent à l'intérieur de l'économie sociale, mais tout ce qui appartient à l'économie sociale, comme entreprise, coopération, association, n'est pas nécessairement de l'innovation sociale. Hein? Donc, il faut faire la distinction que je donne une définition quand même. Je ne sais pas si ça va durer plus longtemps que ma conférence d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va se pérenniser cette définition, mais enfin, essayons de clarifier. Donc, l'innovation sociale, ben, évidemment, il y a de la nouveauté, c'est novateur, mais la nouveauté, c'est toujours local. Alors, on peut, les coopératives, un exemple que je prends souvent dans le milieu de travail, c'est que les équipes de travail, ça remonte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Donc, ça fait longtemps. Ça fait près de 100 ans que ça a été produit comme concept ou comme pratique. Alors, quelqu'un dit, on a introduit une équipe de travail, on fait de l'innovation, on va dire, écoute, c'est hors champ. Non, on est on est vraiment dans le champ. C'est-à-dire que l'innovation sociale est toujours locale. Une équipe de travail introduite dans un milieu où domine le terrorisme est considérée comme une innovation sociale. L'hôpital qui introduit le lean production, ça date depuis je ne sais pas combien d'années au Japon, au milieu des années 80-90, ben, il est derrière, hein, il est en arrière. Alors, cette innovation, elle est sociale, cette innovation sociale, elle est nouvelle. Hein, cette pratique, en fait, qu'on introduit devient une innovation parce qu'on est dans un milieu caractérisé par la bureaucratie et puis, enfin, on prend une expression que tout le monde utilise, caractérisée par la paperasse qui domine très largement. Alors, c'est donc une pratique socialement innovante mise en œuvre par des acteurs sociaux pour une fonction définie. Alors, c'est la première dimension de l'innovation sociale. Donc, pour une mission, un rôle, etc. Vous voyez que ça permet, dans ce sens-là, c'est un paradigme qui encadre plusieurs possibilités dans des dispositifs novateurs, deuxième dimension, novateur parce que on va introduire, par exemple, le simple fait de créer une coopérative, c'est dans un milieu quelconque où domine l'entreprise privée, ben, c'est novateur puisque la coopérative introduit des dimensions différentes, hein, des relations différentes entre les acteurs de la coopérative. Coopérative de solidarité, coopérative de travailleurs actionnaires, etc. En vue d'un impact social spécifique, ben, c'est la troisième dimension. Alors, est-ce qu'on veut changer la société, hein, ou est-ce qu'on veut conforter l'entreprise, l'organisation pour laquelle on travaille pour qu'elle se fasse une place plus importante ou qu'elle conserve sa place dans son écosystème? Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est un champ socio-économique regroupant des organisations ou des entreprises qui adhèrent à un certain nombre de principes. Dans la loi sur l'économie sociale de 2013, on définit ces principes qu'on verra tout à l'heure, qui peut représenter une alternative par rapport au capitalisme, donc la coopérative notamment, ou les mutuelles. C'est différent de l'entreprise ou des compagnies d'assurance privée ou des banques régulières, mais jusqu'à quel point? Hein, donc, il faut questionner ça.
Et ça assure une certaine représentation des travailleurs sociaux lorsqu'on est des associations, des OBNL, qui, par exemple, euh, si je prends le Mère au front, par exemple, que vous connaissez tous, ben, c'est comme un mouvement social, mais ce mouvement social, il représente, par exemple, toutes les personnes qui vivent l'intoxication dégagée par l'usine, la pollution de l'air et de l'eau dégagée par la vieille usine dans la ville de Nord-Allemagne. Ils en ont fait presque l'un de leurs combats vitrines. Donc, vous voyez, ce maire au front représente cette lutte locale. Et tout comme à Petit-Saguenay, ben, le mouvement intermondialisation ou écologique pourrait représenter ces acteurs sociaux dominés qui luttent pour leur amélioration. Je mets à l'exclusion des syndicats parce que les syndicats représentent notamment les salariés en milieu de déchets. Mais dans les associations qui nous intéressent, l'équivalent des syndicats, ce serait au bas de l'échelle. Hein, donc, qui est cette volonté de représenter les travailleurs, de représenter et surtout de défendre les travailleurs qui n'ont pas de syndicats. Alors, voyez un peu, donc, l'économie sociale, c'est toutes les organisations, les entreprises qui ont des activités économiques. Je vous montre un tableau. Alors que l'économie solidaire, c'est toutes les associations avec ou sans activité économique. Alors, je vais vous montrer un petit tableau. Euh, je parle des principes ici. Je me sens un peu pressé par le temps. Donc, vous aurez le diapo, vous pourrez lire ça à tête reposée. Mais voyez, il y a des dispositifs qui s'appliquent à toutes les entreprises, organisations. C'est un dispositif de gouvernance démocratique et d'indépendance et de l'autonomie à l'égard de l'État. Hein, donc, on peut être financé par l'État sans être dépendant de l'État. Hein, donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Et donc, d'autres principes pour les entreprises à activité économique, donc primauté des personnes sur le capital, prépondérance de la mission sociale sur la recherche de profit. Mais tout ça, il faut remettre ça en cause puisque c'est loin d'être évident. Donc, vous avez ce tableau et donc vous voyez ici, on aurait ce qui est en bleu, bleu foncé et bleu pâle. C'est l'ancienne économie, on pourrait dire, sociale. Donc, on a des joueurs de taille, comme le Mouvement des Jardins, les mutuelles, SSQ, les fonds d'investissement syndicaux, ça c'est la nouvelle économie, et les coopératives agroalimentaires comme Olimel et j'en passe, les coopératives forestières, vous voyez, c'est quand même des groupes assez importants. Les OBNL avec activité économique, alors on peut les considérer comme des associations ou on peut les considérer aussi comme étant, comme ils ont des activités économiques, on peut les rencontrer, les associer pour former là, un bloc qui serait l'économie sociale. D'ailleurs, il y a une lutte là, dans ces organismes du numéro 3. Hein, on lutte pour savoir de quel côté on va aller, et puis on est sollicité soit par le Conseil de la coopération de la municipalité et de la mutualité au Québec, ou soit par le chantier de l'économie sociale. Alors, j'ai l'impression d'aller un peu trop vite. Et les associations, vous voyez, ce qu'on met dans l'économie sociale et solidaire, ce sont des associations, tous les organismes à but non lucratif, hein, qui sont dans le regroupement québécois de l'action communautaire autonome. Eux, là, il y a beaucoup de mouvements sociaux, hein, qu'on retrouve. Tous les groupes écologiques sont là-dedans. Tous les groupes qui ont une certaine reconnaissance quelconque, ils sont. Et donc, vous voyez, c'est assez majeur. Et donc, je donne des exemples. Ici, ce que vous avez en bas, ce sont les exemples. Vous avez au bas de l'échelle, collectif pour un Québec sans pauvreté. Donc, vous voyez, et c'est ce rapprochement, en fait, avec tous ces groupes-là, devraient se rapprocher ensemble pour vraiment constituer un bloc qui serait l'économie solidaire et que l'on pourrait plus mettre à l'œuvre pour un changement social plus profond. Et donc, vous voyez, par exemple, les services de proximité peuvent souvent se retrouver dans des activités, dans les ONL avec activité économique. Par exemple, une coopérative à domicile, de soins à domicile, enfin, ils ont des activités économiques, ils dispensent un service comme tel. Hein, et donc, alors qu'une maison d'hébergement pour femmes battues, ben, vous voyez, c'est un service de proximité sans activité économique.
parce que les femmes qui vont là ne payent pas le service, les jours d'hébergement, donc ils vont y rester. Alors, je vois Nancy qui me regarde. On conclut, donc vous l'avez ici. Alors, ça donne des grilles, une grille, mais enfin, ça donne des indicateurs, des outils pour être capable d'évaluer les innovations sociales à l'intérieur desquelles on est militant, ou les innovations sociales sur lesquelles on projette des études, on fait des études. Donc, vous voyez, c'est ça l'intérêt. Et on peut, en conclusion, vous voyez, je vous mets les deux modèles contrastés, donc les configurations contrastées. Donc, ce qui m'a servi tout au long de la présentation, avoir un peu les deux types qui sont contrastés. OK, alors merci de votre attention. Excusez-moi d'avoir été un peu plus bavard que prévu. Bon.